Maître David Dana, je vous laisse vous présenter et pour qu'on puisse après parler de ces fameux prêts en francs suisses. Oui, alors je suis le gérant de la Cellarle Dana Avocat, qui est un cabinet d'avocats spécialisé dans les contentieux sériels, c'est-à-dire qui concernent un grand nombre de consommateurs face à des institutions, et notamment bancaires. Le cabinet est spécialisé depuis quelques années dans les contentieux en France suisse et nous sommes le premier cabinet d'avocats en France à avoir obtenu récemment, notamment par la Cour d'appel de Lyon, l'annulation de prêts en francs suisses consentis à des frontaliers, à des emprunteurs percevant leurs revenus en francs suisses à la date de conclusion des prêts. Et donc, c'est l'objet de cette réunion, de cette interview, d'expliquer l'évolution jurisprudentielle qui est tout à fait importante et qui concerne un grand nombre de frontaliers. Merci. Cette évolution, elle est, pour le coup, c'est presque un coup de tonnerre pour les banques. Alors concrètement, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, ça fait depuis de nombreuses années que le cabinet tend à convaincre les juridictions que les consommateurs, les frontaliers sont concernés par le risque de change lorsqu'ils empruntent en francs suisses pour acheter un bien immobilier en France. Ils ne sont pas à l'abri du risque de change du fait de leurs revenus en francs suisses. Ils peuvent travailler en France, en Suisse, percevoir des salaires en francs suisses, mais être cependant exposé à un risque de change parce que l'investissement immobilier est réalisé en euros. L'évolution, c'est que enfin, les juridictions admettent cette exposition des frontaliers et annulent les prêts. Hein, c'est une véritable innovation, c'est une nouveauté. Pendant plusieurs années, les emprunteurs frontaliers étaient considérés comme insusceptibles d'être mal informés par les banques. Désormais, on sait, les juridictions le reconnaissent, que les frontaliers, à l'instar des non-frontaliers, sont victimes du défaut d'information communiqué par les banques lorsqu'elles leur font souscrire des prêts immobiliers en francs suisses. Est-ce que tous les frontaliers sont concernés par cette décision? Oui, alors il y a eu trois décisions du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse entre janvier et début avril, puis une décision de la Cour d'appel de Lyon, et on attend évidemment de nombreuses autres décisions favorables. Bon. Le raisonnement est très simple. Effectivement, tous les frontaliers qui ont souscrit des prêts qui ne contiennent pas certaines simulations des exemples chiffrés de perte de change potentielle sont concernés. C'est tous les frontaliers, tous les emprunteurs qui sont des consommateurs, hein, qui sont des personnes qui agissent pour des besoins privés et non professionnels, sont concernés. C'est-à-dire que ce qui est important, c'est la finalité du contrat et pas le lieu de l'emploi de l'emprunteur. Ce qui importe, c'est que le contrat de crédit immobilier ait servi à financer des besoins privés. À partir du moment où l'emprunteur achète un bien pour y loger sa famille ou pour réaliser un investissement locatif s'il s'agit d'une opération ponctuelle, à ce moment-là, il bénéficie de la protection accordée par le droit de la consommation. Maître Dana, un frontalier qui a souscrit un prêt immobilier en devise il y a 15 ans, 20 ans, prêt qui aujourd'hui est soldé ou qui a été liquidé d'une certaine manière, est-ce que cette personne peut faire recours également? Est-ce qu'elle peut Oui, faire quelque chose? bien sûr, il n'y a pas de prescription des actions à engager. C'est aussi un apport de la jurisprudence récente qui permet aux consommateurs d'agir à tout moment. Il n'y a pas de prescription, il n'y a pas de limite de temps. On peut agir à tout moment.
y compris plusieurs années après le remboursement du prêt, plusieurs années après avoir vendu le bien et remboursé le prêt. Évidemment, c'est des sujets qui concernent surtout la période avant la crise de l'euro. Les prêts qui ont été conclus avant la crise de l'euro sont concernés. Donc, puisque on était à 1,60, presque 1,70 francs suisses pour un euro, et aujourd'hui on est à 1,095 et parfois en dessous. Donc on a une perte de l'euro, de la valeur de l'euro de 75%. Et donc, dès lors que l'emprunt a été conclu pendant cette période où le franc suisse était haut par rapport à aujourd'hui, évidemment, toutes les emprunteurs peuvent agir sans limite de temps. Maître Dana, est-ce que vous pouvez nous donner une explication simple en fait de ce qu'implique l'annulation d'un prêt en francs suisses? Et Qu'est-ce que ça... l'annulation d'un prêt en franc suisse, c'est supprimer, c'est une sanction qui est à l'égard de la banque. La banque est sanctionnée, elle n'a plus le droit de gagner de l'argent avec le prêt annulé qui ne contient pas les informations nécessaires, suffisantes pour informer le consommateur. Donc la sanction, c'est le tribunal supprime le droit à sa rémunération, donc il n'y a plus d'intérêt, et c'est un prêt qui devient en euros. Donc c'est un prêt finalement à taux zéro, en euros, et l'emprunteur finalement bénéficie de la sanction qui est appliquée à l'encontre de la banque. Ce ne sont pas des procédures qui ont pour objet de favoriser l'emprunteur, même s'il y a un effet d'aubaine. Ce sont des procédures qui permettent de rééquilibrer la relation entre une banque professionnelle, institution financière qui dispose d'informations privilégiées, notamment au moment de la crise de l'euro, mais même avant, lorsqu'il y avait la crise des subprimes, et le consommateur, l'emprunteur, qui voulait simplement financer une acquisition immobilière, un investissement immobilier, c'est-à-dire un investissement de bon père de famille, souvent le souhait d'une vie. On achète sa résidence principale, on achète sa résidence secondaire, et évidemment, on veut prendre aucun risque. Et s'il y avait des risques très importants, et en l'espèce, il y en avait puisque il y avait ce fameux risque de change, eh bien, la banque est sanctionnée pour ne pas avoir mis en avant les inconvénients associés à ce type de prêt et en présentant uniquement les avantages qui étaient le taux d'intérêt faible par rapport aux prêts en euros. Les banques mettaient en avant les avantages et dissimulaient sciemment, alors sciemment ou par manque de professionnalisme, l'inconvénient majeur, c'est-à-dire la possibilité que le capital en euros augmente de manière totalement déplafonnée, illimitée, puisque en étant indexé sur le franc suisse, la dette augmente sans limite et peut donc augmenter de 75%, puisque le franc suisse a augmenté de 75%. Et ça pourrait être bien pire, puisque demain, si on arrive à un taux euro CHF, imaginons de 0,80 francs suisses pour un euro, voilà, on a des emprunteurs qui se retrouvent embarqués dans des prêts dont les conséquences lui sont totalement étrangères. L'emprunteur ne peut pas contrôler le coût de son financement et le coût de son acquisition. Et donc, la banque est sanctionnée à ce titre. Que vous ayez fait un emprunt dans une banque française ou une banque suisse, finalement, ça ne change rien, si je comprends bien. Ça ne change rien. Ça ne change rien à partir du moment où l'achat immobilier a été réalisé en France. Ça ne change rien. Les banques suisses devaient, alors sous réserve, et là ça devient un peu plus technique, puisque les banques suisses ont mentionné, stipulé dans leur contrat des clauses attributives de juridiction en disant que le lieu où le procès pourrait se tenir serait Genève, en général, siège social des principales banques suisses. Donc là, on a une compétence suisse
et un droit suisse, et là, ça devient plus complexe. Évidemment, il est possible, sous de nombreuses conditions, de faire valoir le droit de la consommation français à l'encontre de banques suisses devant les juridictions suisses ou françaises. Mais c'est essentiellement les banques françaises qui sont évidemment soumises au droit français de la consommation. C'est plus délicat pour les banques suisses, mais c'est tout à fait envisageable. Maître Dana, donc vous pouvez donc accompagner les frontaliers qui seraient dans cette situation. Quelle est la démarche en fait? On vous contacte comment? La démarche est simple, il faut saisir la justice, hein, donc le cabinet est spécialisé dans ce type d'action, il faut saisir la justice et demander au tribunal, demander au juge de vérifier si la banque a respecté son obligation d'information spéciale, l'exigence de transparence des clauses, vérifier si les clauses des contrats sont claires, compréhensibles pour un emprunteur. Et cette procédure judiciaire, évidemment, c'est saisir la justice tout simplement. Très bien. Il y a également, hein, si je me rappelle bien, sur votre site, il y a un calculateur qui permet justement de faire une première estimation, je dirais, des montants que vous pourriez récupérer en fonction, je dirais, des caractéristiques du prêt. Hein, c'est juste, hein, c'est bien ça. Oui, oui, oui. Les enjeux financiers sont significatifs dans la plupart des cas. Vous avez des dossiers où un consommateur peut économiser et ou gagner parfois plusieurs centaines de milliers d'euros sur un seul crédit immobilier. En fait, c'est ce que lui coûte ce crédit et évidemment, l'enjeu parfois est très important. Donc, on a des outils qui permettent de calculer cet enjeu, afin de décider, de permettre à l'emprunteur de décider s'il veut agir ou pas. Très bien. On pourra trouver le lien soit en description, soit en commentaire. Très bien, Absolument. Maître Dana. Merci beaucoup pour ces informations très intéressantes. Je vous en Qui, prie. je pense, vont vraiment avoir, en tout cas, l'attention particulière d'un certain nombre de frontaliers. Je vous souhaite en tout cas une très bonne journée. Merci, vous aussi.